Elle était la voix d'or d'une génération, une femme dont les chansons ont défini une époque et dont la présence illuminait les scènes du monde entier. Pourtant, pour Agnetha Fältskog, la célébrité n'a jamais été aussi simple que des applaudissements et des succès dans les classements. Derrière l'élégance discrète qu'elle affichait se cachèrent des conflits, des malaises et des moments de profond inconfort face à certains des plus grands noms de la musique. Tandis que son groupe ABBA conquissait le monde avec harmonie et raffinement, Agnetha luttait en privé contre des rencontres qui la troublaient. Aujourd'hui, à 75 ans, elle ne cache plus la vérité sur les artistes qui ont mis à l'épreuve sa patience, ses valeurs et sa force émotionnelle. Mick Jagger et le chaos du rock'n'roll. À la fin des années 1970, au sommet de la gloire d'ABBA, Agnetha se retrouva à partager les circuits de festivals et les cérémonies de remise de prix avec des icônes du rock dont la réputation les précédait. Parmi eux se trouvait Mick Jagger, le visage des Rolling Stones et peut-être l'incarnation de tout ce qu'Agnetha détestait dans le monde de la musique en dehors de son propre univers. Pour le public, Jagger était magnétique. Son assurance, son énergie sauvage, son charme sans retenue. Mais pour Agnetha, il était dangereux, imprévisible et épuisant. La rencontre la plus célèbre eut lieu en 1979 en coulisses d'un festival européen. Jagger, déjà connu pour ses flirtations, aurait abordé Agnetha avec une audace décontractée. Il se pencha vers elle, souriant de cette manière serpentine qui le rendait adoré de millions, et suggéra qu'ils devraient en chanter ensemble. Pour le monde extérieur, cela pouvait sembler enjoué, voire flatteur, mais pour Agnetha, c'était étouffant. La suggestion était chargée de sous-entendus, et elle quitta la pièce sans dire un mot. Pour quelqu'un qui valorisait le contrôle, la discipline et l'intimité, les Rolling Stones représentaient tout le contraire. Chaos, indulgence et ego aussi grands que des stades. Dans des interviews des années plus tard, Agnetha laissa entendre son malaise sans nommer directement Jagger. Dans une conversation de 1983 qui ne fut jamais diffusée, on la cita en disant « Il y a le charme et puis il y a le danger ». Mick appartenait à la seconde catégorie. C'était une remarque révélatrice qui soulignait combien la rencontre l'avait profondément marqué. Le fossé n'était pas seulement personnel, mais aussi artistique. Alors qu'ABBA construisait ses chansons autour de la mélodie, de l'harmonie et de la structure, les Stones prospéraient dans la crudité, la rugosité et l'imprévisibilité. Agnetha était une perfectionniste, répétant sans fin, recherchant la clarté dans chaque note. Jagger, à ses yeux, incarnait une énergie imprudente qui n'avait pas sa place dans son monde soigneusement construit. Les tabloïds ne le captureraient jamais. Mais pour Agnetha, cette rencontre unique façonna sa vision d'un genre musical entier. Le rock and roll, dans sa forme la plus excessive, n'était pas quelque chose qu'elle admirait. C'était quelque chose qu'elle fuyait. Pour le monde, ABBA et les Rolling Stones occupaient des univers différents. Mais pour Agnetha, le croisement de leurs chemins lui rappela à quel point sa zone de confort était fragile en dehors de la discipline scandinave. Derrière son sourire poli sur scène, elle portait le malaise d'avoir été acculée par l'une des plus grandes stars du monde, un homme qui symbolisait tout ce qu'elle méprisait silencieusement dans l'industrie. Mick Jagger n'a peut-être jamais considéré cette rencontre comme mémorable, mais pour Agnetha, elle laissa une empreinte. Des décennies plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qu'elle pensait de la folie de la scène musicale des années 1970, elle répondit simplement « Ce n'était pas mon monde. J'y ai vécu, mais je n'y ai jamais appartenu. » David Bowie et le fossé du glitter. Si Mick Jagger représentait la force imprudente du rock and roll, alors David Bowie incarnait tout autre chose, le glam, l'expérimentation et la réinvention sans concession qui ont défini le début des années 1970. Pour des millions de personnes, Bowie était un génie, un artiste qui a brisé les barrières, défié les conventions et remodelé la musique populaire. Mais pour Agnetha Fältskog,
Bowie était une énigme qu'elle n'a jamais voulu résoudre. Leurs chemins se sont croisés plus d'une fois durant les années de gloire d'ABBA, mais le moment le plus révélateur eut lieu en 1976 lors d'une cérémonie européenne de remise de prix. ABBA et Bowie étaient assis à la même table, une collision surréaliste de deux mondes musicaux totalement différents. Alors que d'autres se penchaient avec enthousiasme pour écouter l'esprit acéré et les récits magnétiques de Bowie, Agnetha concentra délibérément son attention ailleurs. Selon les témoins présents, elle lévita durant presque toute la soirée, engageant des conversations polies avec tout le monde sauf lui. Pour elle, la présence de Bowie était écrasante. Elle admirait son art de loin, reconnaissant le génie de ses performances, mais elle les trouvait froides, théâtrales, d'une manière qui ôtait la sincérité qu'elle valorisait. La musique d'ABBA était conçue pour être chaleureuse, mélodique et émotionnellement accessible, tandis que Bowie prospérait dans la provocation, l'ambiguïté et les personnages extraterrestres. Pour Agnetha, qui avait bâti sa carrière sur la clarté et le contrôle, ces personnages en perpétuelle mutation semblaient non seulement étrangers, mais aliénants. Il y avait aussi la question de ses propos. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bowie, en privé, aurait qualifié ABBA de robot suédois, une remarque qui blessa profondément la fierté d'Agnetha. Que la phrase ait réellement été prononcée ou non, elle resta ancrée en elle pendant des années. L'idée que leur travail méticuleux, ce dont elle était si fière, puisse être réduit à une précision mécanique lui paraissait insultante. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Pour des artistes comme Bowie, la musique d'ABBA n'était jamais du véritable art. C'était de la pop, polie, facile à balayer d'un revers de main. Mais ce que Bowie rejetait comme superficiel, Agnetha le considérait comme sacré. Pour elle, il y avait de l'art dans la simplicité. Elle déclara un jour dans une interview télévisée suédoise, lorsqu'on l'interrogea sur le rock expérimental. « Il y a de l'art dans la simplicité. La complexité n'est pas toujours du génie. » Bien qu'elle n'ait jamais cité Bowie par son nom, il était clair de qui elle parlait. L'opposition n'était pas une querelle. Il n'y eut ni insultes publiques échangées, ni rivalités amères mises en scène dans la presse. C'était plus silencieux que cela et peut-être plus douloureux. Le malaise d'Agnetha face à Bowie symbolisait son malaise vis-à-vis d'une branche entière du monde musical, un art qui se nourrissait de confrontations, de spectacles et d'exubérance. Elle ne voulait pas rivaliser avec cela, ni même le comprendre. Elle voulait simplement exister en dehors. Dans les années suivantes, lorsqu'elle évoquait cette époque, elle mentionnait rarement Bowie. Mais pour ceux qui la connaissaient, ce silence était révélateur. Dans son univers d'harmonie et de retenue, l'imprévisibilité étincelante de Bowie lui rappelait à quel point elle était éloignée du cœur de la révolution culturelle des années 1970. Pour elle, il n'était pas seulement un autre artiste, il était l'incarnation d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Sid Vicious et la peur du punk. Si David Bowie troublait Agnetha par sa flamboyance théâtrale, Sid Vicious l'effrayait par son agressivité brute. En tant que bassiste des Sex Pistols, Sid incarnait l'essence même du punk rock, bruyant, hostile et résolument anti-establishment. Pour les fans de punk, il était la rébellion faite chair. Pour Agnetha Feldskog, il était l'ombre d'un mouvement qui semblait mépriser tout ce qu'elle représentait. Du milieu à la fin des années 1970, le punk s'éleva à Londres, alors même que la pop soignée d'ABBA dominait les classements mondiaux. Pour de nombreux adeptes du punk, la musique d'ABBA symbolisait l'ennemi absolu. Perfection, polissage et succès commercial. Le fossé n'était pas subtil. Sid et ses camarades de groupe se moquaient régulièrement de formations comme ABBA, les qualifiant de perfection plastique pour ménagères décérébrées. C'était une insulte brutale, qu'Agnetha n'évoqua jamais publiquement, mais qui la blessa profondément en privé. Elle se souvenait avoir conduit un jour dans Londres et vu un graffiti inscrit sur un mur « ABBA sucks », tracé en grosses lettres rouges.
Pour une femme qui avait toujours abordé son art avec sincérité et discipline, l'hostilité du punk paraissait personnelle. Ce n'était pas simplement une différence de style, c'était une attaque contre ses valeurs, son identité et sa manière d'exprimer la musique. La tension atteignit son apogée en 1978, lorsque ABBA et les Sex Pistols devaient se produire dans la même ville la même nuit. Bien qu'ils n'aient jamais partagé une scène, le choc culturel était impossible à ignorer. La sécurité d'ABBA fut doublée après des menaces émanant de fans punk qui les considéraient comme le symbole ultime de l'excès grand public. Pour Agnetha, c'était un rappel effrayant que la musique pouvait inspirer non seulement l'admiration, mais aussi la haine. Sid Vicious, avec son rictus, son cuir et son chaos sans compromis, était le visage humain de cette hostilité. Il représentait tout ce qu'elle évitait, l'imprudence, la violence et le mépris total du contrôle. Pour Agnetha, qui avait bâti sa carrière sur la discipline et l'ordre, les Sex Pistols n'étaient pas seulement un autre type de musique, ils étaient une force de destruction. En privé, elle décrivit cette période comme sombre et épuisante. Alors que les disques d'ABBA se vendèrent par millions, le contre-coup des fans punk la rendait anxieuse et repliée sur elle-même. Elle détestait la confrontation, et pourtant elle se retrouva au centre d'une bataille qu'elle n'avait jamais souhaitée. Contrairement à Bowie ou Jagger, qui la mettaient simplement mal à l'aise, Sid Vicious symbolisait une attaque directe contre son art. Il n'était pas seulement un autre musicien qu'elle n'aimait pas. Il était l'incarnation vivante d'un mouvement qui voulait la réduire au silence. Des années plus tard, en réfléchissant à l'explosion punk, elle admit qu'elle ne l'avait jamais comprise. « J'y ai vu de l'hostilité, pas de la rébellion », confia-t-elle à une proche. Pour Agnetha, le punk n'était pas synonyme de liberté. C'était de la rage, et la rage était quelque chose qu'elle avait passé sa vie entière à fuir. L'affrontement entre ABBA et le punk fut une bataille culturelle qui marqua la fin des années 70. Mais pour Agnetha, il était personnel. Sid Vicious n'était pas un rival dans les classements. Il était un symbole des ténèbres qui la hantaient lorsque les applaudissements s'éteignaient, un rappel que même au sommet du succès, la haine pouvait être plus forte que l'harmonie. Frank Zappa est la morsure de la moquerie. Si Sid Vicious avait blessé Agnetha par son hostilité, Frank Zappa la marqua par ses mots. Connu pour sa langue acérée et son mépris sans concession de la pop grand public, Zappa fut l'un de ces artistes qui laissèrent Agnetha se sentir rabaissée d'une manière qu'elle n'oublia jamais. Pour lui, des groupes comme ABBA n'étaient rien de plus qu'un divertissement jetable, et il ne cachait pas son opinion. À la fin des années 1970, Zappa était au sommet de son influence en tant que figure culte, maître du rock expérimental qui se vantait de défier les conventions. Son public l'adorait pour son intellect et son irrévérence, mais ces mêmes qualités faisèrent de lui une épine dans le pied des musiciens qui valorisaient l'accessibilité et la mélodie. Interrogé un jour dans une interview sur le succès mondial d'ABBA, Zappa écarta la question en qualifiant leur musique de « friandise sonore pour les mentalement sédatés ». La remarque circula rapidement dans les cercles de l'industrie, et bien qu'Agnetha ne l'ait jamais affrontée publiquement, elle en porta la douleur en silence pendant des années. Pour elle, la musique n'était jamais faite pour être tournée en ridicule. Elle avait mis tout son cœur dans les harmonies d'ABBA, façonnant chaque note avec soin. Entendre son travail réduit à une sucrerie fut dévastateur, car cela suggérait du vide, là où elle avait toujours ressenti de la sincérité. La musique d'ABBA pouvait sembler légère, mais pour elle, c'était de l'art. Et la cruauté désinvolte des mots de Zappa lui laissa une blessure qu'aucun silence poli ne pouvait guérir. Il y avait aussi l'écart culturel. Zappa prospérait dans la complexité, en superposant des signatures rythmiques étranges, des solos expérimentaux et des paroles satiriques. Son génie, indéniable pour beaucoup, paraissait presque étranger à une personne comme Agnetha qui croyait au pouvoir de la simplicité. Elle déclara un jour dans une interview suédoise, lorsqu'on l'interrogea sur la musique d'avant-garde, « Il y a de l'art dans la simplicité. La complexité n'est pas toujours du génie. »
Bien qu'elle ne l'ait jamais nommée directement, ceux qui la connaissaient savaient exactement de qui elle parlait. Le contraste n'était pas seulement musical, mais aussi personnel. L'humour de Zappa était souvent cru, sa satire mordante. Agnetha, qui valorisait la discrétion, la modestie et le respect, trouvait toute sa personnalité abrasive. Elle ne le détestait pas pour son talent. Elle reconnaissait ses capacités, mais elle haïssait la manière dont il se plaçait au-dessus des autres, se moquant de quiconque ne partageait pas sa vision de ce que la musique devait être. En coulisses, la correspondance au sein de l'équipe de management d'ABBA révéla sa frustration. Des notes échangées entre collaborateurs suggéraient qu'elle se sentait ciblée, rejetée comme une artiste de moindre importance. Ces lettres montraient une femme luttant silencieusement contre le poids des critiques d'un homme qui se faisait une fierté de démolir ce que d'autres bâtissaient. Contrairement à la menace chaotique de Sid Vicious, le rejet de Zappa était plus subtil, mais peut-être plus dommageable. Ce n'était pas un mouvement contre elle, c'était une attaque intellectuelle qui la fit douter du respect que sa musique inspirait réellement à ses pairs. Pour une perfectionniste comme Agnetha, qui vivait pour la précision et l'honnêteté dans son art, le rictus de Zappa laissa un profond désenchantement. Elle n'évoqua jamais son nom officiellement, mais son silence en disait long. Pour Agnetha, Frank Zappa représentait le côté cruel de l'industrie. Les collègues qui jugeaient au lieu d'écouter, qui démolissaient au lieu de comprendre. Et pour quelqu'un qui considérait sa musique comme le reflet de son cœur, ce genre de mépris était le plus difficile à pardonner. Madonna est le choc d'une nouvelle ère. Au début des années 1980, alors que l'histoire d'ABBA touchait à sa fin et qu'Agnetha commençait à s'éloigner de la scène, un nouveau nom émergeait. Un nom qui allait dominer les gros titres et redéfinir la pop pendant des décennies. Madonna. Pour beaucoup, Madonna représentait l'émancipation, la révolution et la libération des femmes dans la musique. Pour Agnetha Feldskog, cependant, elle symbolisait tout ce qu'elle ne pouvait pas accepter de la célébrité, de la performance et de l'avenir de l'industrie. L'affrontement n'était pas personnel au sens de rencontre ou de drame en coulisses. Il était culturel, générationnel et philosophique. Agnetha avait grandi en Suède avec un sens de la modestie, de la retenue et une conviction que la musique devait être synonyme d'harmonie et de sincérité. Madonna, en revanche, bâtit son empire sur la provocation, la sexualité, la controverse et le spectacle. Là où Agnetha portait sa célébrité à contre-cœur, Madonna l'accueillait comme une amante, utilisant le scandale comme carburant et la rébellion comme scène. Le moment décisif pour Agnetha arriva en 1984, lorsque Madonna interpréta Like a Virgin aux MTV Video Music Awards. Vêtue de lingerie, se roulant sur le sol, Madonna choqua le monde et s'imposa comme le visage d'une nouvelle ère pop. Pour des millions, ce fut inoubliable. Pour Agnetha, qui observait de loin, ce fut insupportable. Dans une interview de 1992 qui ne fut jamais diffusée, elle aurait déclaré « Je ne comprenais pas pourquoi cela devait être si vulgaire. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la désapprobation, née d'une vision du monde où la musique devait élever plutôt que provoquer. » Ce moment marqua l'élargissement du fossé entre ses valeurs et la direction que prenait la pop. Madonna incarnait une confiance frôlant l'agressivité, une volonté d'être vue et entendue à ses propres conditions. Pour Agnetha, qui avait toujours préféré laisser la musique parler, cela était écrasant. Elle ne trouvait aucun lien avec l'idée que le pouvoir exigeait le spectacle. Sa réaction à Madonna reflétait également son épuisement face à la célébrité. À la fin des années 1980, Agnetha s'était retirée dans une vie plus calme, luttant contre l'anxiété et aspirant à la discrétion. Madonna, au contraire, était partout. En couverture de chaque magazine, au cœur de chaque scandale, transformant les clips en champs de bataille du débat culturel. Le silence public d'Agnetha à propos de Madonna ne faisait que souligner le contraste. Une femme fuyant l'attention, l'autre la consommant.
En privé, elle admit à des amis qu'elle ne pouvait pas s'identifier à la version de l'émancipation féminine selon Madonna. Pour elle, ce n'était pas la liberté, mais la pression de performer, de provoquer, de choquer sans cesse. La force d'Agnetha avait toujours résidé dans la vulnérabilité, la subtilité, la pureté émotionnelle d'une ballade. Madonna représentait la mort de cette époque et la naissance de quelque chose dont elle ne voulait aucune part. Les années 1980 appartenaient à Madonna, tout comme les années 1970 avaient appartenu à ABBA. Mais pour Agnetha, l'ascension de Madonna marqua le moment où elle se sentit la plus déconnectée de l'industrie qu'elle avait autrefois aimée. Elle ne la détestait pas en tant que personne, elle détestait ce qu'elle représentait, un monde où la célébrité devenait performance, où l'intimité n'existait plus et où la musique était inséparable du spectacle. Au-delà des projecteurs, les artistes qu'Agnetha craignait et évitait. Si certaines des réticences d'Agnetha provenaient de rencontres directes, d'autres étaient enracinées dans son malaise face à des styles qu'elle ne pouvait jamais adopter. 4 noms restaient gravés dans sa mémoire, chacun pour une raison différente. Freddie Mercury, bien qu'admiré par des millions et même respecté par Agnetha pour son génie vocal, la mettait mal à l'aise. Elle décrivit un jour Queen comme étant trop grandiose pour leur propre bien. Ses costumes éblouissants, son énergie volcanique et sa capacité à transformer les concerts en carnaval la submergeaient. Lors d'une cérémonie en 1980, elle déclina poliment une interview conjointe avec lui, expliquant plus tard qu'elle préférait laisser la musique parler. En vérité, elle craignait d'être éclipsée par sa personnalité débordante. Alice Cooper la troublait d'une autre manière. Ses spectacles d'horreur, serpents, guillotines, faux sang, entraient violemment en conflit avec sa conviction que la musique devait réconforter plutôt qu'effrayer. Lors d'un festival en Allemagne en 1975, elle refusa d'assister à une conférence de presse si Cooper devait être assis à côté d'elle, avouant en privé qu'elle n'avait aucune envie de partager l'air avec quelqu'un qui rendait la musique effrayante. Grace Jones représentait un autre type de défi. Audacieuse, intimidante et androgyne, Jones incarnait une puissance et une défiance qu'Agnetha trouvait abrasives. Au début des années 1990, elle admit dans une interview que toute musique n'est pas censée être apaisante. Bien que diplomatique, les initiés savaient qu'elle parlait de Grace. Pour Agnetha, Jones n'était pas vulnérable, elle n'était que tranchant, et cela la rendait mal à l'aise. Enfin, Iggy Pop fut peut-être le plus extrême. Pour Agnetha, il était le chaos incarné. Ses performances torse nu, ensanglantées et imprévisibles, l'horrifiaient. Lorsqu'elle entendit parler de son célèbre concert de 1977 à Détroit, où il s'était enduit de sang, elle aurait murmuré « Je suis contente de n'avoir jamais dû partager une scène avec cette folie. » Pour elle, la musique devait élever l'âme, pas la déchirer. Chacun de ces artistes représentait, à sa manière, la turbulence qu'Agnetha avait passé sa vie à tenter d'éviter. Ils n'étaient bien pas des rivaux dans les classements, mais des figures dont les approches de l'art s'opposaient violemment à ses idéaux. Pour quelqu'un qui avait bâti son héritage sur l'harmonie, la précision et la vulnérabilité, le spectacle de Mercury, l'horreur de Cooper, l'agressivité de Jones et le chaos d'Iggy Pop, appartenaient à des mondes auxquels elle ne voulait rien avoir à faire. À 75 ans, Agnetha ne cache plus à quel point ces figures la perturbaient. Ce n'étaient pas des querelles pour les tabloïds, mais des tempêtes intimes portées en silence. Et maintenant, avec des décennies de recul, elle laisse le monde voir les fissures derrière l'image polie. Lequel de ces musiciens vous a le plus surpris de trouver sur sa liste? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites issues des recoins cachés de l'histoire de la musique.